are still open. 43 rue Cavendish. 75 019 Paris. Métro Lumière. Merci d'être venu à cet événement Keep It Real. C'est la deuxième version qu'on fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On l'avait fait avant dans 93, là on est dans Paris. Et donc le concept de Keep It Real, c'est de toujours avoir un invité autour du graffiti, de le mettre en avant. Pour le coup là on reçoit Dissek. En fait, tu sais quoi? Il y a plein de gens qui m'ont demandé comment on le dit. Dissek, je te Et jure. j'ai dit, je vais faire exprès de dire Dissek pour qu'ils me disent Dissek. Ouais, Dissek. Dissek. Comme ça, on le dit une bonne fois pour toutes, Voilà, c'est Dissek. Dissek. Ouais, Donc, Dissek. donc on met donc on met à l'honneur donc Dissek pour son parcours. On va essayer de retracer son parcours en images. Il va se raconter aussi. Ouais, je vais On pas va me la t'aider, raconter. t'inquiète. Il va se la raconter. Donc voilà. Et donc juste pour revenir sur Keep It Real à la base c'était un fanzine dédié à la culture hip-hop qui est né dans les années, je sais même plus en quelle année on avait fait ça déjà, 98, 99, quelque chose comme ça. On a sorti quelques numéros, donc vraiment autour de la culture hip-hop. À la base, c'est des gens autour du graffiti beaucoup. Il y a quelques membres qui sont ici, DJ Keufé, DJ et graffeur aussi, DJ Soul Brothers Ants, un DJ Soul Funk, graffeur aussi, DJ Junkazlou, lui on ne présente même plus, graffeur, graffeur, beatmaker, ambianceur. R qui se trouve à l'extérieur, qui est un graffeur aussi, et moi-même, donc Somi, spécialiste de la culture hip-hop et de la culture afro-américaine à travers la danse et la musique. Bon, voilà. Et en plus de ça, pour le talk, pour le coup, il y a Sith, Robin. Salut à tous. Voilà. Qui nous rejoint parce qu'ensemble, on fait aussi un podcast qui s'appelle So Fresh, où on interviewe des gens un petit peu oubliés de la culture hip-hop, on va dire ça comme ça. Ouais, des acteurs de la culture hip-hop, hein, pas forcément oubliés. Mais oui, on essaie de temps en temps de tendre le micro à des gens qu'on a moins entendus, qui ont moins été présents dans les médias. Et donc, du coup, c'est l'occasion de revenir à chaque fois sur leur parcours. Ouais. Voilà. En tout cas, il y a un micro à disposition si vous voulez parler. C'est dans le micro, s'il vous plaît. En fait, le micro, parce qu'on enregistre et en fait, ça va se retrouver en podcast, ce qu'on est en train de faire ce soir. Ouais, c'est enregistré par le bar, la TDTF. Ils ont fait ça 2-3 fois aussi. Ils l'avaient fait notamment avec une conférence avec Madge et Solo pour la sortie de son livre. Ils font en sorte de mettre en ligne après le podcast parce que là, on est quelques-uns. Mais ça permet du coup qu'il soit écouté par plein d'autres gens qui n'ont pas pu être là ce soir. Quoi. Voilà. En tout cas, si vous voulez intervenir, vous levez la main, on vous fera circuler le micro à tout moment. Donc, Bonjour. Dissek. Oh là là, tu vois, Dissek, on va te disséquer. Ouais, vas-y. C'est j'ai envie de dire. Donc, Dissek, toi, t'as fait partie de différents groupes, 934, MDC, OPP, 3AM. Non. 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 Oh là là, déjà. Première erreur. Super. Mais justement, on va développer, puis sûrement tu vas nous raconter tout ça. J'ai mis une première photo là, donc des albums de groupes de rap français. Ouais. Tu peux en dire un peu plus? C'est un peu par le biais du rap, moi que j'arrive au graffiti. C'est mes premiers trucs dans la culture hip-hop, on va dire. Alors je rappais pas, juste j'écoutais, mais quand je découvre ça, je plonge dedans et ça me donne envie d'explorer le truc en entier. Donc de rebondir aussi après sur le graffiti. Donc je vois qu'il y a pas mal de trucs où ouais, c'était beaucoup de rap français, plutôt underground. Et puis c'est vraiment les premiers rapports quoi. Pour les gens qui sont pas là, tu peux nous dire quels sont les covers là qu'on est en train de voir? On a Rap 2Z, on a Malédiction du Nord, on a l'Escadrille. Après il y avait plein de trucs, c'est les époques, je dirais, vraiment où j'ai commencé à écouter ces trucs là, je pense que c'est 97-98. Où il y avait les spécialistes, il y avait vraiment plein de trucs, où c'était l'espèce d'époque où j'ai l'impression qu'il se passait tout, où ça a vraiment explosé quoi. C'est-à-dire qu'avant il y avait des trucs mais c'était peut-être un peu plus confidentiel, et là t'as l'impression que c'est... Enfin pour moi c'est là que ça explose. Ouais. Du coup tu peux nous dire un peu d'où tu viens, dans quelle banlieue tu as grandi? Ouais, moi là-bas je viens du 77, dans une petite ville qui s'appelle Nangy, c'est entre Melun et Provins, c'est un peu perdu.
Et en fait, c'est en arrivant sur Paris pour aller à l'école que je découvre le graffiti le long de la ligne Est. En fait, j'arrive dans une école de dessin où il y a plein de graffeurs. Et moi, justement, de par ce truc de rap et de hip-hop, direct, j'adhère. Et je me dis, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Avant, j'avais vu peut-être quelques trucs, mais c'était rapide, je m'étais jamais mis dedans. J'avais vu, je crois, les NTM quand ils étaient passés chez Deniso, où il y avait une fresque qui se faisait derrière. Je crois qu'il y avait Mode to École, il me semble. Et voilà. Mais au début, ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment le Goethe, qu'on va dire. Alors cette émission, elle date de 91, parce Ouais. que c'est la sortie du premier album des NTM. À cet âge-là, t'as quel âge? Moi, j'ai 11 ans. Moi, je suis de 80. T'es de 80, donc Ouais. du coup t'as 11 ans, donc là tu vois ça t'impacte. Ouais. Mais c'est. Je vais pas dedans. Mais tu vas pas dedans. C'est vrai que je vois. T'es sûr que c'est pas un peu après? Non. Non. Parce que et je sais que je vois ça, et derrière, ouais, je fais des dessins sur des feuilles, des trucs comme ça. Je me rappelle, il y avait un petit monstre, un truc comme ça, et je reproduis un peu. Je sais pas, ça dure un mois ou deux, et je passe à autre chose. Mais c'est vraiment le premier rapport au graffiti que je me rappelle. Donc Ouais. tu te retrouves en 97. 97, tu te Ouais. retrouves à Paris, aller à l'école, l'AFA, c'est une école de dessin, c'est C'est ça, ouais. Et dans cette école-là, il y a du monde déjà? Ouais, il y a déjà plein de taggers, surtout. Je pense qu'il y en a qui graffaient aussi, mais je sais pas, dans ma classe, j'avais Cahors, j'avais Gaulle qui posait Tricard, je crois que j'avais Youm. Je rencontre Abeille qui n'était pas dans dans ma classe, la classe d'au-dessus, mais avec qui je fais mes premiers Goethe. Il y avait qui? Il y avait Loff, je crois qu'il y avait Scoff, il y avait pas mal de monde, j'en oublie sûrement, mais ouais, il y avait pas mal de Goethe. Là, tous les gens que tu viens de nous lister, ils viennent vraiment d'horizons différents. Tu vois, Youm, il vient du 78, Ouais. Cahors, il vient plutôt du 92. C'est quoi cette école en fait? C'est C'est quoi dans- cette école et pourquoi est-ce que tu décides de faire ça? Alors- Parce que tu vois, quand Ouais. on fait le choix de faire une école de dessin, c'est pas anodin. C'est Ouais. que déjà, tu avais un penchant pour ça. Qu'est-ce quel Ouais. était ton objectif? Déjà, cette école elle est sur Paris, elle est dans le 19e, donc c'est pour là, je pense que ça concentre le truc. Moi, juste avant ça, c'est une époque où l'école, ça m'a jamais plu. J'ai toujours eu des bonnes notes, mais à ce moment-là, j'étais en décrochage complet, quoi. J'en avais plus rien à foutre, je voulais pas savoir de quoi ça parlait. Ça m'intéressait absolument pas, j'avais l'impression d'être en prison toute la journée. Et je crois que ma mère, elle a flippé, elle s'est dit qu'est-ce que tu as envie de faire, fais ce que tu veux, mais continue d'aller à l'école, quoi. Et c'est un peu comme ça que j'arrive là-bas, donc moi j'avais un petit truc pour le dessin. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. D'accord. Tu dessinais déjà un petit peu avant? Ouais, je dessinais un petit peu, ouais. Après, par période, tu vois, c'était pas, je me butais pas toute l'année au dessin, mais ouais, c'est des trucs qui revenaient par période de temps en temps. Du style quoi comme... Je sais pas, des espèces de persos de BD, des trucs comme ça. C'était plus du perso, tu vois. Pas du feu gras du tout. D'accord. Et voilà, on me dit, ouais, faut que tu choisisses une voie, fais quelque chose, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est quoi la plus cool? Je me suis dit, bon, bah, dessin, ça doit être cool, quoi. D'accord. Donc du coup, tu te retrouves dans cette école, il y a des graffeurs, des taggers. Ouais. Et moi là-bas, j'y connais rien à ce mouvement-là. Et direct, bah, je rencontre surtout Abeille qui me dit, qui m'explique un peu comment ça marche. Donc on commence à taguer ensemble. On va comme sur la photo. Moi, je faisais beaucoup les intérieurs de métro et puis un petit peu de rue à la bombe, au marqueur. Voilà, c'était. Après, je taguais pas énormément. C'était sur le trajet de l'école principalement et la pause entre midi et deux où au lieu d'aller manger, on allait taguer, quoi. Ça, c'est un peu après, ça. C'est un peu après? Ouais, ça c'est un. En fait, ça doit être 2003. D'accord. quand on a vu- En fait, j'ai choisi cette photo-là parce que tu parlais de pendant les cours, donc après, Ouais. pendant les pauses, Ouais. vous sortiez, vous alliez guetta dans la rue, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, c'est pas la même époque, mais pas ça la même pourrait époque, illustrer- mais c'est le voilà, même genre ça- de truc. Voilà, c'est Ouais. le même genre de choses que. Exactement. Et Goethe, je fais pas de feu gras au début, et pendant 3 ans, je pense à peu près, je fais que du Goethe. Pas de manière acharnée, sur le trajet, quoi, un peu tous les jours. Qu'est-ce Ouais. qui te plaît là-dedans, toi? Dans le Goethe, je crois que quelque part, c'est la première fois que j'ai l'impression de me prouver que j'ai existé. Je crois que jusque-là, j'avais un peu de regarder défiler la vie en disant ouais, c'est cool, mais je trouve pas ma place. Et j'ai l'impression de voir mon nom écrit sur un mur. Je me dis, ouais, en fait, c'est concret, quoi, j'existe, il se passe quelque chose. Et puis après, c'est un peu la fin de l'adolescence, on va dire, où t'aimes bien, c'est cool, c'est vandal, tu fous la merde, c'est truc de petit con, quoi. Mais est-ce que tu avais d'autres passions avant ou est-ce que c'est presque un peu j'ai envie de dire la première passion? Non, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport, du basket, des trucs comme ça, mais ouais, non, là c'est la première fois que ça m'engloutit le truc, si tu veux. C'est-à-dire que
quand je tombe dedans, je tombe vraiment dedans et c'est un truc qui commence à compter pour moi. Donc je me renseigne sur la culture, sur les machins, et ça m'a absorbé quoi, vraiment. D'accord. À l'époque, il y a des magazines déjà? Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait des trucs allemands, il y avait les graphites qui étaient déjà sortis, il y avait et puis c'était l'époque de MJ Spray, je crois. Donc tu avais déjà des magazines dans les boutiques. Donc c'était en vrai, même à Gare de l'Est, tout ça, c'était des trucs qui étaient assez faciles à trouver. C'était plus les trucs où fallait chercher vraiment quoi. Oui, puis si je dis pas de conneries, tu avais aussi les radicales en kiosque. Exact, dans ouais, lesquels il y non. avait beaucoup de- Mais je crois que d'ailleurs c'est les Ouais. premiers magazines que je regarde vraiment, c'est les radicales. C'est les 3-4 pages qu'il y avait dedans où tu te butes dessus et tu te dis ah ouais c'est ça le graffiti. Donc toi, tu dis que tu es sur la ligne Est, du coup, Ouais. vers Provins, tout ça. C'est donc ça, sur la ligne de Ça Provins. fait une petite. C'est Ouais, il y a combien du de temps à peu près? Il y a 50 minutes Ouais, donc, que le ouais. trajet que je faisais tous les jours quoi. Donc c'est quoi les graphes que tu vois, toi, un peu sur ta ligne? Quels sont les gens, les blasts Sur qui vont les te marquer gens, ou t'inspirer? Il y avait. Alors, moi, comme je faisais beaucoup de Goethe, le Goethe principal qui m'a marqué, c'est Poète-Tout, un mec des IM et LT27 qui était beaucoup là. Après, il y avait du Sioux, il y avait du Faust, il y avait pas mal de CIA, je pense. Après, dans le train, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les deux MP. Je crois qu'il y avait Etro et Draze, il me semble. Beaucoup de gravures. D'ailleurs, Draze, je crois que je choisis mon nom par rapport à son dé. J'aimais bien comment il faisait les dés, je me suis dit ah je veux un dé comme ça dans mon blaze et je crois que c'est comme ça que j'arrive à faire 17. Gros pompeur. De toute façon, on commence tous par quelque Ouais, chose ouais. et qu'on peut t'inspirer à un moment donné. Du coup, là, j'ai mis une photo où il y a des encres, tout ça. Tu peux nous parler un peu des outils que tu utilisais quand tu commences à taguer? Beaucoup la Corio, la teinture française Barane, beaucoup, je kiffais. Il y avait quoi? Non, c'était beaucoup Corio et il y avait de la Nero aussi, je crois, il me semble. Corio, tu peux nous expliquer, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Corio, c'est les trucs. Là, pour le coup, je crois que tu les trouvais dans les comment ça s'appelle, dans les trucs de chaussures ou dans les trucs de graffiti. Déjà, je crois qu'ils en avaient déjà avec différentes couleurs, différents trucs comme ça. J'allais, je crois, beaucoup au début à Gare de l'Est. Et il y avait, je crois que l'année où j'étais à l'école, il y a MJ Spray qui a ouvert dans le 19e. Et juste après, il y avait Momo qui a ouvert aussi le long du canal. Ouais, juste derrière Jaurès là. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il y avait une première boutique, je crois que c'était la boutique à la base de Père Lachaise qui s'était déplacée à Jaurès où ils vendaient des baskets. Ouais. Et quand tu allais dans l'arrière-boutique, il y avait des bombes. Et quand tu parles de Gare de l'Est, tu parles de la boutique qui existe encore, qui Ouais, s'appelle la Génération 400 ml. c'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Et la teinture française, pareil, tu te fournissais là-bas ou t'allais là? Non, teinture française chez les cordonniers. Donc Ils c'est avaient du mis- vol. Non, même pas. Non, je l'ai payé. C'est pas super cher, mais non, je l'ai Ouais, parce que payé. c'est vrai qu'il y a tout ce mythe là sur faire du graffiti, voler. Ouais. Non, moi, j'ai jamais été un grand voleur. Et je te dirais, à chaque fois que j'ai volé, c'est vraiment pour manger, quoi. C'était pas c'est pas dans mon délire, quoi. D'accord. Voilà. Ou alors, si, peut-être en grande surface, mais aller voler le petit cordonnier, c'est pas mon délire à moi. Je comprends qu'on puisse le faire, mais c'est pas mon délire à moi. D'accord. Tu te souviens, alors là, c'est une période où tu fais que du Goethe. Ouais. Quand est-ce que tu fais ta première fresque? Je crois que c'est quand je prends mon appartement au mai, dans le 77 toujours, parce que chez moi c'est un peu compliqué l'ambiance Goethe, tout ça, ma mère elle kiffait pas trop on va dire. Donc une fois je suis revenu avec des bombes à la maison, puis elle apprend que le collège il s'est fait défoncer, que les rues, c'est un scandale. Puis en plus dans une petite ville comme ça, c'est direct que c'est toi, tu peux pas lui dire. Et je crois que quand je prends mon appart, là voilà, je prends des bombes, machin, j'ai plus de temps aussi, et je crois qu'il y avait un terrain militaire à côté de chez moi au mai. Et je rencontre un mec là-bas quand j'emménage, Nazca, et je crois qu'on fait nos premières vraies peintures ensemble. Je crois qu'une fois, peut-être en 98, j'avais fait un graphe à Porte d'Orléans. Je crois que j'avais vu trop gros, j'avais même pas assez de bombes pour tout remplir. Je crois que je m'étais arrêté à mi-chemin, j'avais juste fait les contours. Bon, bref, un truc de. Dans le terrain de Port d'Orléans? Ouais. Celui qui était l'ancien parking désaffecté. là, Alors qui je était sais pas ce que en c'était. profondeur, c'était un Ouais, énorme trou. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 98, tu testes quoi. Donc, Ouais, mais c'est juste pour dire je l'ai fait quoi. En vrai, limite ça m'intéresse pas. Je faisais vite fait sur du papier, mais c'est pas moi c'était vraiment le Goethe. C'est pas la même ambiance en fait. Quand tu peins et quand tu Goethe, c'est pas il y en a un qui est vachement plus ludique que l'autre pour moi. Ou c'est plus vas-y on s'en bat les couilles. Il y a pas de plan, il y a pas besoin de prévoir certaines bombes, certains trucs. C'est tu fais avec ce que t'as et tu vas quoi. Alors, du coup, Ouais, Midi, grosse inspiration. Ça c'est plus début 2000. ouais. 2001, 2002 je pense. Je crois que l'un des premiers graphes que je fais sur vers Paris, bon à part Porte d'Orléans tout ça, c'est Canal de l'Ourcq. Et eux avec les ABC, les ASG, ils étaient beaucoup là-bas. Et ouais, clairement en arrivant je me prends une claque quoi. C'est des lettrages où je reste bloqué dessus. C'est vraiment ça me parle quoi. Je sais pas, il y a un truc qui est surtout Midi entre autres. Donc tu vas pomper Midi. Sur un ou deux graphes, ouais. sur un ou deux graphes, ouais, clairement.
Clairement, bah, après, faut partir de quelque part. Hein. Exactement. Ouais, non, j'assume, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, bon, j'ai vite essayé de bifurquer, mais ouais, c'est vrai que ça me parlait bien. Donc là, on est en 2000 à peu près. Ouais, par là, ouais, 2000, ces graphes-là, ouais, 2002, 2003, je pense. Ouais. Mais tu bouges avec lui ou juste Non, tu je le vois connais pas. ses graphes? Alors Tu le moi, en connais vrai, à part mes potes, je traîne avec 4-5 potes, je me mélange absolument pas au milieu graffiti. Puis je m'en bats les couilles, c'est vraiment, j'ai juste envie de peindre. Pour moi, c'est comme si j'étais en dehors du truc et je fais mon délire et en parallèle, il y a les autres qui font leur truc, mais j'ai pas l'impression d'appartenir à leur truc à eux. D'accord. C'est plus, moi, je fais mon truc de mon côté juste pour moi, quoi, en fait. On a une question là. Oui, j'ai une question parce que tu mentionnes du coup ce qui t'inspire, les influences. Tout à l'heure, tu as parlé des magazines. Ouais. Et ma question, par rapport à ta génération, est-ce que dans ton inspiration, dans ta culture après graffiti, nous, certes, les premiers, quand ils ont commencé avec des livres comme Spray Can Art, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi des bouquins que tu as eu entre les mains Alors, je les ai eu entre les mains, mais bien après. Au début, pas du tout. Au début, ok. c'était des trucs de vieux, en fait. Mais en gros toy que j'étais, Merci. je m'en foutais. Et après, en fait, en développant le truc, tu reviens un peu à la base et tu dis ouais, mais là, tout part de là, donc c'est important. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, rien à foutre, je veux juste aller péter des murs. Et le style, en vrai, j'en avais pas grand-chose à faire. Ouais, et puis après, il y a peut-être, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a peut-être aussi, vu que toi, tu es d'abord, avant tout dans le tag, avant de te mettre au graphe et donc au lettrage, c'est pas valable pour tout le monde, mais peut-être que quand tu es dans le tag, bah, tu t'intéresses pas forcément au livre dans lequel il y a des graphes ou des pièces. Bah, je sais que même dans la rue, je restais plus longtemps à regarder des tags que des graphes. Et je me rappelle les premiers magazines que je regardais, je crois que c'était Gaulle qui était Tricard après, qui était dans ma classe, où je regarde les magazines et lui il voit que il connaît, il voit que je les regarde trop vite, il dit mais prends le temps et moi je comprends pas, tu sais, je regarde les couleurs, ouais vas-y, bah les couilles et tu passes, mais oui maintenant après j'ai pris le temps de bien analyser comment ça se construisait une lettre, tout ça, mais c'est vrai qu'au début, tu n'es pas là-dedans quoi. Mais tu disais que tu fréquentais pas trop de gens du milieu du tout. Ouais. Mais là sur cette photo-là, je vois qu'il y a quand même des gens avec. Ouais, mais c'est mes potes. C'est tes potes. Ouais. Donc, Promo Vilo, en fait, ça c'est une époque, je crois que c'est en fin 2003, début 2004, on sort un calendrier qu'on va vendre dans la rue, à Châtelet et à Clignancourt, recto verso, et c'est avec les deux que je fais le truc. attends, c'est ça. Ouais, c'est ce calendrier-là même. Donc on est parti faire une peinture d'un côté et on a mis un petit patchwork de ce qui se faisait à l'époque de l'autre côté. À la base on voulait faire un calendrier hip-hop, bon on n'avait pas de genre tout ça, donc ça s'est vite transformé en une feuille A3 recto verso où on a investi toutes nos économies et à la base on voulait les laisser en dépôt-vente dans les magasins, à Châtelet et tout ça. Et on y va et on comprend vite que ça va être compliqué. Donc mes potes, eux, ils avaient déjà une expérience un peu de porte-à-porte machin, et ils m'ont dit bah écoute, c'est quoi, on va aller le vendre dans la rue, à l'ancienne. Moi, ils me disent ça, je me décompose, parce que moi j'étais timide de ouf. Et je dis, il va falloir parler aux gens dans la rue. Et en vrai, je voulais pas. Hein. En vrai, je voulais pas, mais ouais, bon, ils m'ont challengé. Le premier jour, j'ai eu un peu de mal. Je crois que j'en ai vendu 8, pendant qu'eux, ils en vendaient, je sais pas, 50. Et le deuxième jour, j'ai regardé comment ils faisaient. Et pareil, j'ai pompé un peu les techniques, les machins. Et puis, en gros, à la fin, on a arrêté toutes les petites Kairas, toutes les petites meufs. Et vas-y, on veut partir à New York pour faire de la peinture. Tu veux pas nous aider, machin. On le vendait 4,50 €. Et je crois qu'on en a vendu à 3-4 000 en un mois. Quand même. Ouais, donc c'était super rentable. Moi, je passais d'un truc où j'avais même pas le RMI parce que j'étais trop jeune, à un truc où j'avais plein de cash dans les mains. Non, c'était bien. Et comment tu gérais ça? Du coup, l'argent que tu le mettais où Alors moi, dans ma tête, l'argent, il allait pas durer. D'ailleurs, jamais je me serais attendu à avoir autant d'argent. Donc, j'ai pas fait la vie de fou. J'ai vécu normalement. Et c'est Promo après le calendrier qui a l'idée de sortir un magazine qui s'appelle Painters, parce que lui il voyait un peu plus loin je pense, et je participe à ça en fait. Et au début c'est un fanzine qu'on laisse dans les boutiques, où les gens ils peuvent regarder, qui a évolué en CD-ROM qu'on a vendu dans les librairies, tu sais, les points relais, les trucs comme ça. Et le fait de faire un CD-ROM, je sais plus, on a eu un plan par quelqu'un qui faisait des magazines, des trucs comme ça, on a pu faire des interviews vidéo. Et je crois que en tout cas dans ce format-là, ça n'existait pas en tout cas. Et on a pu faire les premières interviews vidéo un peu grand public, on va dire.
Vous étiez distribué chez les Relais H, tout ça là? Ouais, c'est ça. Alors c'est des potes qui avaient un magazine déjà qui était de rap, je sais plus si ça s'appelait Underground je crois, mais je suis pas sûr. Et eux ils avaient le plan pour la distrib, des trucs comme ça. Et quand ils ont vu que nous on faisait Painters, machin, ils avaient déjà des CD-ROM dans leur truc, ils nous ont proposé de faire le truc, on a dit bah vas-y on y va. Et Ouais, donc il y avait quand même cette volonté de, à partir d'un premier projet qui est un peu tout simple, Ouais. avec les thunes, de réinvestir dans un Ouais. truc qui devient un peu plus conséquent. Ouais, mais ça d'accord. honnêtement c'est Promo qui a eu l'idée. Ok. Moi je voyais pas plus loin que le bout de mon nez et lui il avait déjà une vision un peu plus forte du truc je pense. Donc vous sortez un premier calendrier, un deuxième calendrier. Ouais, on fait un premier calendrier, après on voit que ça marche. Bon, vu qu'au mois de juin, pour vendre un calendrier, c'est pas trop la période, on fait des cartes postales. Pareil qu'on bicrave dans la rue. On fait un deuxième calendrier. Alors le magazine, je sais plus quand il arrive, s'il arrive avant le deuxième calendrier ou juste après, je me rappelle plus, mais c'est dans le. En gros, on a eu une année assez complète où on était beaucoup dans la rue et c'était cool parce que pour le coup, cette année-là et même l'année d'après, elle était vraiment graffiti. C'est-à-dire qu'on arrivait, souvent c'était à Châtelet ou à Clignancourt, enfin c'était même tout le temps, la semaine à Châtelet, le week-end à Clignancourt. On arrivait, on faisait un tour du quartier, on taguait partout. Après, on faisait de l'argent toute la journée et le soir, on allait faire des flops, quoi. Donc c'est vraiment que du graffiti tout le temps. C'est vrai que c'est original de vendre des calendriers au mois de juin. Franchement, c'est- On l'a pas fait, on a fait les cartes postales parce Voilà. qu'au mois de juin, il y en a qui partent en Je vacances. pense novembre, décembre, c'est Ouais. la meilleure période. Bah, Et, décembre, janvier. Ouais. Janvier, ça marche bien. et Après, juin de l'année en cours ou je sais pas, on juin a de pas l'année fait- d'après? Non, on avait quand même un peu réfléchi en C'est disant bien. on va peut-être changer de produit. Ok. Mais non, c'était pour moi un des très bons souvenirs et très formateurs. Ouais, parce que j'imagine, tu parlais de ça, du fait que tu étais timide. Ouais, de ouf. Donc j'imagine que ça t'a obligé un peu du coup à sortir de. Ah bah j'ai pas eu le choix. De toute façon, si tu vends pas, tu manges pas. Donc ouais, tu te fais un peu violence. Et puis après, tu te développes et puis tu prends plaisir. C'était vraiment d'arrêter les gens et de leur prendre 4,50 €, quoi. D'accord. En termes de peinture, comment ça se passe à cette période-là? Tu À cette époque-là, c'est beaucoup tag et flop. tag et flop? Avant le calendrier, j'avais une période un peu terrain, où justement j'avais essayé de faire des trucs un peu plus au niveau du style, des trucs comme ça. Et au niveau des calendriers, bah, on était tout le temps dans la rue et c'est l'époque où vraiment les terrains ça nous intéressait beaucoup moins et on allait plus faire des flops, des tags, des machins, des trucs comme ça. Ça c'était la peinture du calendrier justement, le 2004, calendrier 2004. T'as fait des trains aussi donc du coup? Ouais, très peu. Et ça, en plus, je crois que c'est un train de mémoire. Je suis rentré dans le dépôt en vélo et je crois que c'était le train de casse de Noisy-le-Sec. Et après, des trains, j'en ai refait, mais c'est anecdotique. J'étais pas un traîniste ou un truc comme ça. J'ai dû en faire 10-15 dans ma vie. C'est pas. Beaucoup de camions, beaucoup de stores on a fait à cette époque. Ouais. Et que des flops. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'aimais pas du tout les flops à la base. Et que Promo, il faisait que des persos et il avait une facilité pour les flops. Et il m'a dit, ouais, les flops, c'est bien. Moi, j'ai suivi. Hein. D'accord. Là on est à peu près en quelle année là à peu près? Là, regarde, c'est marqué dessus 2005. 2005. Ça doit être 2004-2005. 2005. Ouais. D'accord. Du coup, tu fais les rails aussi? Aussi, là pour le coup, je crois que c'est la petite ceinture. Non, là c'est la raille de Gare de l'Est et l'autre, je crois que c'est la petite ceinture à Saint-Ouen, il me semble. Mais ouais, on a fait pas mal de voies, on a fait un peu de tout. J'ai fait un peu d'autoroute et pas mal de rues surtout. En gros, tous les plans où il fallait pas se prendre la tête. Et c'est pour ça, je crois qu'on n'a pas fait de train et de métro et de trucs comme ça. Parce qu'il faut être un peu organisé, il faut savoir un peu où tu vas, il faut connaître et rien à foutre. Nous, on prenait des bons, on savait pas où on allait, on taguait, on graffait quoi. D'accord. Tu m'as parlé aussi d'une période pour avoir des bons puisque tu les volais pas. Ouais. Et ben écoute, on faisait assez rapidement et là en fait c'était Promo la tête du truc. Il me dit vas-y on va faire des stores, on va faire des décos comme ça nous paiera des bombes et ouais c'est le truc où le mec tu lui dis que t'as besoin de 80 bombes et il te faut 4 bombes et puis après bah t'as de quoi faire pour t'amuser. Et après pareil on avait un peu des plans avec les mairies, les trucs comme ça. Donc ça nous permettait de peindre beaucoup et de pas investir. Mais en vrai après les calendriers on aurait pu les acheter. Mais on avait les plans. D'accord. À quel moment tu te dis allez, Dissek, il a un style. Oula, bien après. Ouais. Mais là, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je sais pas, c'est arrivé, je dirais 2016, 2017 peut-être. Tu vois, jusque-là, j'en avais rien à foutre. Vraiment, c'était juste voir mon nom quelque part et il y avait pas de. Bon, j'essayais de m'appliquer un peu si tu veux, mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'était vraiment de placer mon nom à droite, à gauche, en gros, si possible. Tu vois, justement, là, c'est des bons exemples. On aimait bien faire des gros tags au Fat Cap. Quand tu fais un tag, tu prends toute la place et tu prends tout le...
ouais, tout l'espace, quoi, histoire vraiment de boucher le truc, quoi. Du coup, pour toi, alors tout se passait à Paris ou en banlieue et à Paris? Principalement à Paris. En fait, on est un peu feignant et on se dit qu'à Paris, c'est beaucoup plus simple parce que ça regroupe beaucoup plus de monde. Donc, tu fais un petit tour de Paris et en fait, Paris, c'est vite pété et tout le monde y passe. La banlieue, si tu veux vraiment faire la banlieue, c'est vachement plus laborieux. Et puis en plus, il faut s'organiser, il faut voyager, il faut machin, alors que là, c'est central, quoi. Donc le but, il y avait quand même un but, il y avait quand même le but de se faire remarquer dans Paris. Je sais pas si c'est vraiment... Ouais, oui, il y avait sûrement de ça, mais je crois que c'était juste... tu sais, c'est la vie de tous les jours, quoi. On se balade, on tag, on graffe, et puis c'est central, et puis en plus, ouais... Mais c'est vrai que ça... J'étais étonné, justement, à partir du moment où on a commencé à faire de la rue, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, c'est toi !» Alors que jusque-là, moi, j'étais un parfait inconnu et que je pensais que j'allais le rester. Et à partir de ce moment-là, le fait justement de taguer à Châtelet, Clignancourt, il y a beaucoup de gens. Finalement, j'avais l'impression qu'on n'en faisait pas tant que ça. Et par contre, c'était super efficace, quoi. Donc là, on a mis quelques photos de rue. Ouais, ça, c'est bien après, ça. Hein. On est à quelle année, là? Ah non, le flop, c'est 2005. Et je crois que c'est l'une des premières peintures à rue des Noyers, là, à Belleville. Et les autres, je travaillais, donc je peignais beaucoup moins. Et c'était à rue des Pyrénées. Et ça devait être, je sais pas, entre 2008 et 2012, je pense. Ouais, parce qu'il y a une période donc, où tu peins quasiment plus. Ouais, en gros, je rencontre une meuf. Et elle me dit, ouais, ton truc de troubadour, là, de vendre des trucs dans la rue, c'est gentil, mais vas-y, trouve-toi un vrai travail. Ouais, non, mais c'est vrai. Et comme, écoute, à un moment, j'ai commencé par faire du porte-à-porte, tu sais, les trucs que tu trouves dans Paris, parce que moi, j'avais pas de diplôme, j'avais rien. Et je fais ça, et du coup, ça prend beaucoup de temps. Tu travailles le week-end, tu travailles machin, donc j'avais plus beaucoup de temps pour C'était quoi le job? peindre. Au début, je faisais du porte-à-porte, et après, je me suis retrouvé à vendre des cuisines, et comme ça marchait bien, en fait, j'ai monté. Et en gros, j'étais commercial, quoi. C'est le seul taf où tu peux gagner de l'oseille sans avoir de diplôme et sans avoir de connaissances particulières. Mais une petite question, parce que comme tu disais, tu étais introverti. Comment t'es passé à quelqu'un d'introverti et devenu d'un coup de porte-à-porte, vendre des cuisines? Est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout mais pire que ça m'a aidé. En fait, à chaque fois que je passais un entretien, quand je disais que j'avais bossé dans la rue, les gens, ah ouais, on me prend. Il se disait, ah, si t'es capable de bicraft dans la rue, t'es capable de vendre n'importe quoi, en fait. Non, mais vraiment, j'ai vendu des cuisines, j'ai fait agent immobilier, j'ai vendu En fait, ça t'a beaucoup aidé. C'est un point de départ de... Et puis c'était facile après. T'attrapes des gens dans la rue, après, des gens qui t'ouvrent. Tu rentres chez eux, tu t'installes sur le canapé, tu dis, il y a quoi à manger. Non, mais pour de vrai, c'était ça. Et en fait, tu crées une ambiance et c'est super simple après. Une fois que t'as capté le délire, c'est pour ça que je disais, moi, humainement, ça m'a beaucoup apporté cette période, parce que je me suis construit et puis j'ai compris un peu comment ça marchait. Donc, donc au final, c'était une bonne expérience et pas que pour le graffiti, quoi. Ouais, donc ça t'a vachement relié. Ça a amené vachement de choses pour le développement, ton développement personnel. Alors personnel, je sais pas, en tout cas, comment on dit, professionnel, ouais. Personnel, non, parce que ça m'a vite saoulé en fait. Je suis pas fait pour travailler. Non, je te parle, le fait que tu te sois... Non, sérieusement, ouais. Même humainement, ça m'a vraiment construit. Et puis ouais, professionnellement, après c'était facile en fait. Je te dis, même je passe un entretien d'agent immobilier où jamais je me dis, le mec il va me rigoler au nez, machin. Il m'a dit, ouais, non, je te prends, il n'y a pas de problème. En même temps, c'est un métier d'escroc. Ouais, je n'étais pas un escroc, moi, tranquille. Non, mais il sent que t'as la tchatche, que t'es à l'aise, tout ça. C'est ça, mais puis il me l'a dit directement, voilà. Il m'a dit si t'es capable de vendre des trucs dans la rue à des inconnus, même des baraques, c'est facile en fait. Et puis en plus, tu te rends compte que c'est plus facile que d'arrêter des gens dans la rue qui n'ont pas envie de te parler en fait. Là, on a fait un bond dans le temps. Hein. Ouais, 2013. 2013. Quand je reprends le graffiti, et je crois que c'est ce graphe-là où je me remets vraiment dans le graffiti. Attends, ça veut dire qu'il faut que tu nous expliques que tu as arrêté. Alors, j'ai pas arrêté, mais j'ai ralenti de ouf. D'accord. Pendant combien de temps? Entre 2007 et 2012-13, je faisais maximum 3 graphes par an. Donc, parce qu'à ce moment-là, tu fais quoi d'autre? Je taffe. Tu taffes beaucoup, ouais. C'est ça. Justement, tu viens de nous parler. Ouais. Donc ça devient ta priorité. Ouais, c'est ça. C'est faire de l'argent et puis essayer je sais pas, je dirais si s'insérer, mais tu vois, tu as d'autres priorités. Et t'es en couple aussi? Ouais, je suis en couple aussi. Donc, ouais. Donc tu vois. Et puis voilà, tu sais, comme tu fais des horaires, des fois tu rentres chez toi, il est 11h du soir, machin. Le dimanche, le seul jour que tu as de férié, tu te reposes, quoi, t'es mort.
Donc là, on voit quand même, ton style a évolué quand même par rapport à... Bah là, c'est la reprise où je crois quand je reprends, je me dis ouais, faut que. En fait, entre-temps, Hanks, lui, il a vraiment pas lâché l'affaire. Et je peignais déjà avec lui avant. D'accord, tu vas quand même nous expliquer qui est ce Hanks. Hanks, c'est un mec que je rencontre en 2001, 2002 peut-être. Où quand j'habitais au Mai, il y avait un truc qui s'appelait Caramel, où il y avait un forum graffiti, où il y avait plein de graffeurs qui se parlaient. Et je sais pas, on discute ensemble et on accroche bien. Et un jour, il me dit ouais, bah je viens. Alors le Mai sur Seine, c'est super loin de lui, il était à Montreuil. Et il me dit vas-y, je viens et on peint ensemble. Et il est venu au Mai et de ce jour-là, on a beaucoup peint ensemble en fait. Et donc je perds pas contact avec lui. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2013, moi je fais un voyage à New York et je crois que je me retrouve à Brooklyn et il y a des graphes partout. Et je me dis ouais, c'était bien cette époque-là quand même. Et je me dis ouais, je crois que là vraiment ça commence à me manquer et je commence à tourner en rond dans mon taf, dans les trucs comme ça. J'avais besoin d'autre chose. Et je rappelle Hank, je dis c'est quoi la prochaine fois tu vas peindre? Il fait bah vas-y, on y va dimanche, viens si tu veux. Et je viens et ça y est, je retombe dedans, piqué direct. Et ouais, mais c'est direct, hein, c'est du jour au lendemain. C'était comme à l'ancienne où je pense plus qu'à ça, il y a que ça qui m'intéresse. Limite là mon taf, j'en avais plus rien à foutre et ce qui m'intéressait c'était de mon temps libre d'aller faire des murs quoi. D'accord. Du coup là c'est vraiment là c'est que du graffiti à cette période-là. Je reprends vite fait le Goethe, mais ouais, c'est plus graffiti à ce moment-là. Ouais. Là, j'ai envie de pousser le style parce que ouais, c'est ce que je disais à la base, c'est que lui, il a vachement progressé entre-temps. Comme il n'a pas lâché l'affaire, il a pris un niveau de ouf. Et moi, quand je vois, je fais ah ouais, je suis à la traîne de ouf là, il va falloir faire quelque chose pour rattraper ça. Et puis ouais, je me dis bon bah vas-y, on s'y met, on charbonne quoi. Tu m'as dit 2013, tu pars à New York, c'est ton premier voyage? Alors c'est mon premier, non c'est pas mon premier voyage, je crois que mon premier voyage c'est 2010 à Bali, où vraiment je prends une claque au niveau voyage, c'est-à-dire qu'à la base j'avais prévu juste de faire des vacances en Corse ou pas, et je me rends compte sur promo vacances que le Bali c'est moins cher que la Corse. Je dis vas-y on va à Bali, mais je vais à Bali, je sais pas ce que c'est Bali, moi c'est les trucs que tu vois dans les magazines où tu dis jamais de ma vie je vais aller là-bas. Et je vais à Bali et ce qui se passe c'est que là-bas je prends une tarte, vraiment je découvre ce que c'est que de voyager, une autre culture, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser et je reviens et ça me bute et quand je reviens j'ai qu'une envie, c'est de repartir en fait. Et je commence à me poser la question de ce que je fous en France et c'est quoi le but ici quoi. Alors avant ça, tu peux nous parler de cet événement là? Ça vient un petit peu après, c'est en 2014 ça. Donc c'est après Bali? Ouais, c'est bien après Bali. D'accord, l'événement s'appelle Meeting of Style. D'accord, ouais. Tu t'y rends? Alors ça, à la base, j'y vais avec Hanks. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis tellement dans le graffiti que je crois qu'il y a mon patron qui veut que je devienne gérant de la boutique. Et je lui dis, ouais, mais si je deviens gérant de la boutique, j'ai plus le temps de me graffer. Donc je lui dis, bah vas-y, vire-moi, s'il te plaît. Et il me regarde, il me fait, non. Je dis, bah si, de toute façon, je ne vais pas te mettre le magasin par terre pour... Donc j'ai une rupture conventionnelle et un chômage. Et j'ai pu partir graffer et c'est marrant parce que Hanks il avait un truc, il avait un taf où il rend son dépôt à cette époque-là et une semaine après que j'arrête mon taf et le même jour où il arrête le sien, il m'appelle et il me dit ouais j'ai un plan pour partir au Brésil. Enfin au début il me dit à Porto Alegre, moi je crois que c'était au Portugal. Bon bref, ouais, je suis pas resté très longtemps à l'école. Et je lui dis je suis chaud, moi je kiffe le voyage, vas-y on y va. Il me dit ouais voilà j'ai un pote qui a une marque, on doit distribuer des t-shirts, vas-y on y va. Et en fait on se rend sur ce truc-là à la base pour distribuer des t-shirts. Et on est un peu filou, on va sur le spot le matin en se disant s'il y a un truc qui traîne, peut-être qu'il y a moyen de gratter une place. Et effectivement, le matin, on y est super tôt le matin et il y a un mec qui nous demande vous êtes là pour peindre? On dit ouais, on est là pour peindre. Et il me dit venez, on vous emmène au dépôt et vous prenez des bombes et vous faites le mur. Donc on a pris des bombes et on a fait le mur. Et en plus, on prend 2 fois des bombes parce qu'on rencontre un Vénézuélien qui nous explique comment on peut récupérer des bombes 2 fois plus. Donc on retire nos casquettes, nos vestes et on en reprend. Donc on est bien pour tout le reste du voyage en fait. D'accord. Alors, le Hanks, voilà, c'était c'est la famille un peu, je sais pas comment dire, c'est pas que du graffiti avec lui, c'est vraiment je connais sa famille, et il connaît la mienne et c'est le mec qui m'a aussi motivé, ouais. D'accord, une vraie fraternité qui se développe entre vous quoi. Ouais, pour le coup, mais c'est depuis le début en fait. Il y avait un truc au-delà du graffiti où direct on accroche tous les deux et tu sais que ça va le faire quoi. D'accord. Et là-bas, au Brésil, vous allez peindre uniquement dans le cadre de cet événement? Non, pas du jam. En fait, vous allez peindre aussi un peu dans la rue, au contact des gens? La première peinture qu'on fait, donc c'est pour ce jam.
Et après, on va à Rio. Et à Rio, le premier jour, on passe devant Copacabana et on voit une espèce de grosse palissade qui était là pour le... Je crois qu'il y avait la Coupe du Monde de foot qui était en construction. C'est ce qu'on voit là-haut, là? Ouais, c'est ça, Ok. avec le pain de sucre en fond. Belle Ouais. photo. Et Ah oui. on se dit, bah, en fait, c'est là qu'il faut qu'on peigne. Donc le lendemain matin, on se lève à 7h et on va peindre le truc et on prend le temps. On reste, je sais pas, 2 heures, 3 heures sur le spot. On se dit, bah, vas-y, qui tout double. Et à la fin de la peinture, on voit un keuf qui arrive en voiture, qui nous regarde. On se dit, bah, de toute façon, là, on est niqué, on continue. Donc on continue à peindre, il nous regarde, il se casse et on se dit, bah, vas-y, c'est la fête. Et du coup, après, on a enchaîné, on est parti dans la favela juste au-dessus de chez nous. Et là, pour le coup, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'on arrive dans la favela, on fait, bah là, on voit les petits avec le truc, on fait un espèce de mini atelier graffiti pour les petits. Et quand nous, on commence à peindre, là l'ambiance, elle change vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toutes les mamans qui nous attrapent par l'épaule et qui nous disent, vas-y, viens peindre notre maison, viens peindre notre maison. Et là, humainement, c'est un truc super fort qui se passe. Et tu sais que là, ce qui se passe, ça va rester toute ta vie dans ta tête. Et je crois qu'à partir vraiment de cette peinture-là, je me dis, ouais, ma place, elle est là, quoi. J'ai trouvé le... Tu vois, je te disais à la base, je trouvais pas ma place, j'avais fait du graffiti pour trouver ma place. Et là, t'as l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce que tu dois faire. D'accord. Je pense que le truc que je t'en mets, c'est l'aventure humaine là-dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est, En fait, ça t'ouvre des portes que... Bah, moi, j'avais déjà peint jusqu'à Paris. Jusque-là, on se prenait plutôt des patates dans la tête. Ça dépasse, tu veux, le côté juste de faire du... Ouais, c'est ça, mais t'as un rapport complètement différent à la là, peinture. t'as un rapport humain, même... mais où tu te dis, putain, bah... Pas en gros, tu aides... bref, c'est un peu pédant de penser ça. Ouais, non, tu vois, après, je vais pas leur sauver la vie, je fais que de la peinture. bien évidemment. Mais après, tu vois, c'est... Bon, tu vois, tu te dis, si ça peut, tu vois... Bah, en tout cas, humainement, c'est super riche. C'est-à-dire que t'as une connexion avec les gens. Moi, j'avais déjà voyagé avant que j'avais jamais ressenti jusque-là. Bah, juste avec mon sac à dos, juste avec mes trucs. Le fait de juste aller peindre un truc où tu sens que t'es plus un touriste, t'es un peintre. Et en plus, ils n'ont pas le même rapport que le graffiti par rapport à chez nous. Ou ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusque-là, moi, j'avais peint que en France. Et l'a priori des gens, jusque-là, il n'était pas trop bon. C'était plutôt on se faisait insulter quand on taguait ou quand on graffait. Et là, les gens, ils venaient nous dire merci. Et tu partages quelque chose d'assez fort. Tu sais, même ils te ramènent à manger, ils te ramènent à boire. C'est chambé. C'est humain, quoi. C'est ça. C'est une grosse connexion. Tu peux nous commenter cette photo-là avec parce que là, tu es encadré. Ouais, bah ça, c'était pendant le festival. En gros, pendant le festival, c'était le long d'une autoroute. Ils avaient fermé 2 des 4 voies et il y avait des keufs, j'ai profité pour faire la photo souvenir, quoi. Photo entre 2 keufs. Ouais, je trouvais ça cool, puis en plus ils ont l'air vraiment keufs brésiliens, quoi. Alors, du coup, tu reviens du Brésil. Le Brésil, c'est vraiment ça va. Non. Le Brésil, ça sera ton deuxième voyage? Le Brésil, non, j'étais parti entre-temps dans d'autres trucs, mais j'avais pas peint. Pour peindre. Et c'est mon premier voyage où j'ai peint le Brésil. D'accord. C'est à ce moment-là que tu as la piqûre des voyages? J'avais déjà la piqûre des voyages avant, où mon seul truc c'était de voyager, repartir. Et là justement c'est le premier voyage que je fais après vraiment avoir repris le graffiti. Et là ouais j'ai le truc où je me dis putain mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller à droite, à gauche et puis de peindre et puis C'était tellement fort ce que j'avais vécu là-bas que je me suis dit bah faut le retenter ailleurs, voir si ça marche ou pas. Et en fait, je suis reparti et partout où je le faisais, ça marchait de ouf, quoi. C'est vraiment... Tu vis des trucs un peu exceptionnels par rapport à ce que j'avais l'habitude de vivre en peignant ici, quoi. C'est vraiment un autre délire et une autre connexion avec les gens. D'accord. Et du coup, en termes de manière de peindre, est-ce que les choses commencent à changer à ce moment-là? Par exemple, je t'ai mis cette image-là, ouais. Hyper colorée. Ouais. Est-ce que tu peignais déjà avec beaucoup de couleurs avant tes voyages ou pas? Non, avant les voyages, non, pas forcément. Je crois que c'est entre la France et l'étranger, mais c'est vrai que le fait de peindre avec des couleurs, tu te rends compte que les gens ils sont beaucoup plus réceptifs à ça, même quand ils comprennent pas ce que tu fais. Et le truc, c'est que souvent, je voyais des jets dans des pays où vous n'avez pas du tout de culture de graffiti, et je remarquais que dès que je commençais à mettre un peu de couleur dedans, les gens ils kiffaient en fait, même sans comprendre ce que j'étais en train de faire ou en train de marquer. Donc je crois que avec le voyage, à un moment, j'ai un espèce de changement où je me dis, d'un truc où j'ai envie de tout péter, tout détruire, j'ai envie d'en faire quelque chose de positif, ou parce que j'ai fait plein de pays où les gens ils sont cool en fait, et j'ai pas envie d'aller les faire chier, j'ai juste envie de les faire kiffer, et je me suis dit, bah, je peux leur apporter au moins un sourire, tu vois. Donc essayer de faire quelque chose de plus coloré, plus propre, plus lumineux, et à la base ça part de là. D'accord.
Du coup, tu es vraiment dans une autre démarche complètement Ouais. différente de ce que tu pouvais. Bah, c'est ça, à la base je fais du graffiti pour péter la rue, vraiment faire des trucs dégueulasses, des gros tags, des gros trucs comme ça. Et là je me dis bah vas-y, il y a moyen de se pencher sur quelque chose et aussi de faire kiffer les gens, parce qu'en vrai les gens ils peuvent être cool aussi. Je crois que tu vois, c'est ma vision globale de l'humanité qui a un peu changé à ce moment-là, où justement le fait d'aller dans d'autres bleds où c'est un peu plus dur, où les gens ils sont un peu plus heureux, je me dis ouais non mais on peut peut-être participer à ça aussi quoi. Ça c'était sur une petite île, je crois que c'est en... Non, là, en Malaisie. Donc clairement il n'y avait pas de bombe, il n'y avait pas de mur non plus. Et puis je me voyais pas peindre sur le de toute façon j'avais pas de bombe. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, avec du sable. Et là je crois que ça devait être au Laos. Et pareil, je vois un truc machin, je me dis que ça peut être cool de mettre une lettre par mur. Et voilà. C'est pas sur ces trucs là où j'ai fait les rencontres les plus humaines, les plus cool. Donc ça pour moi c'est anecdotique, c'est marrant pour la photo, Ouais. mais c'est pas les graphes qui vont me marquer plus que ça en vrai. Du coup, quand tu pars en voyage comme ça, Ouais. que tu vas peindre, Ouais. tu pars avec tes bombes. Non, pas du tout. Déjà, quand je pars, en général, je prévois rien. C'est-à-dire que je prends le billet le moins cher, je vais dans le pays et puis on vit, on voit, en gros. Donc, en fait, chaque pays est différent, mais l'expérience est souvent la même. C'est-à-dire déjà, tu arrives, il faut trouver des bombes. Donc souvent, tu vas dans des magasins de bricolage, des trucs comme ça. Faut trouver des murs. Donc après, à toi de voir. Moi, je sais que souvent, c'est bizarre, tu vas me prendre pour un ouf, mais c'est des murs qui m'appellent un peu, qui me disent « Je sais que la place, elle est là. » Et puis après, peindre et voir comment ça se passe. Alors des fois, suivant le feeling, des fois, je demande aux gens pour peindre, et puis des fois, je demande pas, je peins et je me dis « On verra comment ça se passe. » Et en général, ça se passe bien. Et ça, c'est un truc aussi que tu apprends beaucoup à faire en voyage, c'est écouter ton instinct et tu le développes beaucoup. Et je sais pas comment expliquer ça, mais à un moment donné, avec l'expérience, tu le sais quand ça va bien se passer ou quand ça va pas bien se passer. Il y a des plans vraiment casse-pipe où tu dis ça va jamais passer, mais toi tu le sens et tu y vas et ça glisse comme dans du beurre. Vraiment, c'est easy. Alors que sur le papier, tu avais tout pour te faire péter. Et il y a des plans qui ont l'air super simples, mais tu les sens pas. Et ça, j'ai appris à pas les faire en fait. D'accord. Parce Tu que peux nous donner un exemple d'un truc qui t'est arrivé où tu l'avais pas senti, mais tu l'as fait quand même? c'est plutôt des trucs c'est même plutôt des trucs à Paris, ou un peu pour suivre les autres. Tu dis ouais vas-y, je vais y aller, je vais pas me dégonfler machin. C'est là où tu te fais péter de toute façon. Donc à un moment je me suis dit bon, quoi qu'il arrive, j'écoute mon instinct et je le suis. D'accord. Tu peux nous commenter un peu cette photo là? Ça c'est aux Philippines. J'étais sur la place du marché. C'est souvent une place où il y a beaucoup de gens, et la place du marché c'est cool parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup de passages. Donc j'arrive là-bas, j'avais trouvé des bombes de bricolage dans un garage ou je sais pas quoi, donc un peu merdique. Et en fait ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé beaucoup quand j'ai peint, c'est tu commences à peindre, tu fais un truc que les gens ils n'ont pas l'habitude de voir, et tu as un attroupement derrière toi et tout le monde qui vient de parler en disant pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de marquer, machin, mais super bienveillant. Et en fait le truc qui est cool en plus, c'est quand tu l'expliques aux gens, les gens ils se l'approprient parce que déjà c'est leur endroit à eux, et ils sont super fiers de pouvoir le raconter aux autres passants. Donc en fait, ce qui fait que toi, même une fois que t'es parti, le mec il continue à faire le job pour toi, à dire voilà, il a fait ça parce que nanani, parce que nanana. Et en fait, tu laisses vraiment un truc qui va perdurer. Et je trouve ça super intéressant en fait. Et dans un lieu comme celui-là, par exemple, il n'y avait pas du tout de tag dans la ville ou de... Très peu. Après, c'est une petite île. Je crois que j'avais vu 2-3 tags, mais pas énorme. T'avais pas vraiment une culture graffiti. Et je pense que les tags qu'il y avait, c'était des touristes. Je pense pas qu'il y avait des locaux sur ce style-là qui peignaient. Donc ils connaissaient pas tant que ça. Ah non, ils connaissaient pas du tout. Mais c'est ça qui est cool, c'est que quand tu arrives et que tu proposes un truc qu'ils n'ont pas l'habitude, ça intrigue grave. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les endroits les plus intéressants à peindre, c'est pas les lieux occidentaux, parce qu'ils connaissent déjà et limite ils sont blasés, ils en ont déjà vu 15 000. Mais là, tu apportes vraiment un truc nouveau où les gens ils viennent vraiment te demander pourquoi tu fais ça, explique-nous quoi. La curiosité que tu n'as pas forcément en Occident. D'accord. En termes de technique, du coup, parce que tu peins avec des bombes Ouais. qui sont pas faites pour peindre. J'ai l'impression de peindre un peu comme dans les années 80 en France, quoi. C'est-à-dire, tu fais comme tu peux, c'est pourri, mais de toute façon, t'as pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre bombe, donc tu te démerdes. Et puis ça va bien avec le délire que j'avais de voyager, c'est vraiment système D, la bombe, elle coûte que dalle, ça doit coûter 50 centimes, 1 euro la bombe. Donc, vas-y, on fait. Des fois, je m'arrachais les cheveux. Mais tellement content de pouvoir peindre que c'est pas grave. La peinture elle est pas mortelle, mais on s'en fout parce que c'est le souvenir qui compte. Je sais que j'avais fait une peinture comme ça au Maroc, où je trouve des bombes de bricolage et je commence à peindre dans un espèce de trou perdu.
où il y a des ouvriers. Donc je prends mon temps pour que les gens ils me voient, pour qu'ils comprennent que je vais peindre. Et il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Tu vas peindre là ?» Je dis « Bah ouais ». Il me dit « Non, peins pas là ». Mais je croyais que moi c'était un mec du chantier. Je dis « Bah si, je vais peindre là, tranquille ». Et il me dit « Bah non, ici c'est naze, il y a personne, viens, je t'emmène dans la Médina ». Il m'emmène dans la Médina et je vois c'est un truc super passant, machin, et je le préviens, je dis « Je te préviens, c'est des bombes de merde, je vais faire de la merde ». Et il me dit « De toute façon, tant que tu fais quelque chose, t'es en train de créer et t'es un artiste ». Et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai compris après. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était pas la peinture, c'est ce qui s'est passé. C'est l'aventure de comment tu peins. Là, tu peux nous commenter un peu, là, on te voit avec ton sac à dos. Ouais, bah, à un moment, je suis parti, entre guillemets, en tour du monde. C'est-à-dire que j'ai quitté la France en me disant, je m'y retrouve plus ici. C'était juste après les attentats, je crois, où tout le monde était en train de s'accuser en disant « Ouais, c'est de leur faute », mais dans tous les camps. Et moi, vu ce que j'avais vécu en voyage avant, je me suis dit « Non, moi j'ai vécu tellement de choses intéressantes d'autres cultures que plutôt que de s'accuser ici, je vais aller me nourrir et apprendre d'autres cultures. » Donc j'ai tout largué ici, j'ai pris ma meuf et on est parti en tour du monde en fait. Donc sur la route. Voilà. D'accord. Et c'est à ce moment-là que te vient l'idée, parce que tu vas quand même lancer un projet qui est plutôt drôle. Ouais. J'irai graffer chez vous. Ouais. Inspiré de. J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. Est-ce Ouais. que c'est à ce moment-là que tu. Non, c'est bien après. C'est bien après. En fait, à la base, je crois que ça faisait 1 an et demi que j'étais en tour du monde et je suis tombé malade en Colombie, donc bloqué dans la chambre. Et bon, j'avais pas grand chose à faire. Je prends mon téléphone et je fais défiler les photos. Et sur toutes les photos de graphes que j'ai fait des pays d'avant, je me dis là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, là il s'est passé ça. Et en fait sur tous les graphes, j'avais une anecdote super intéressante que je trouvais pas quand je peignais en France. Et je me suis dit ce serait cool de le partager ça et de montrer que en plus c'est pas compliqué, il suffit juste d'y aller. Parce que c'est vrai que quand je revenais de mes voyages avant, j'expliquais un peu ce que je faisais aux gens et ils me disaient ouais laisse tomber, c'est trop compliqué, c'est de l'organisation machin. Et moi, je suis un mec, je suis super pas organisé, je suis à l'arrache et je m'en fous et je sais pas faire un papier, je sais pas machin. Et je sais que c'est facile. Et j'ai envie de partager ça, de leur dire, mais en fait, si tu as envie, juste vas-y et tu vas voir. Ça va être facile. Moi aussi, je me mettais beaucoup de barrières avant de partir en me disant, ça doit pas être gérable, ça doit pas être gérable. Et en fait, une fois que tu l'as fait, tu te dis, ouais, mais en fait, c'était easy, j'aurais su, je l'aurais fait carrément avant. Et j'avais envie de laisser un peu ce témoignage-là de, bah vas-y, si tu veux, tu peux. Réfléchis pas et vas-y, quoi. Et ouais, on était sur le truc. Donc là, j'ai l'idée de faire ce bouquin-là, en fait, qui ne devait pas s'appeler J'irai graffer chez vous à la base. Et après, à un moment donné, je suis... voilà, il est en vente après, si vous voulez. Alors attends, tu as l'idée de faire le bouquin, En je te Colombie. coupe juste, voilà, mais tu le feras pas tout de suite, tu le fais que maintenant. c'est ça Alors non, en fait, je commence à l'écrire en Colombie. Dès que j'ai l'idée, je commence à écrire. D'accord. Tant ok. que c'est un peu frais, tout ça. Je pense que je l'écris en 1 an à peu près, jusqu'à 2018. Et là, je me dis, bah, je vais peut-être le sortir. Et c'est un projet que je laisse de côté, en fait. Et à un moment, je repars. Et au moment de repartir, je me dis, ouais, on peut peut-être faire autre chose que le bouquin. Parce que c'est vrai que quand tu racontes le bouquin, les gens, tu dis peut-être qu'ils vont pas tout comprendre. Et je me dis, bah, je vais filmer, en fait. Je vais filmer, comme ça les gens ils verront que c'est facile et toujours dans ce même truc. Et c'est là où justement avec les vidéos, le truc comme ça, le truc évident pour moi c'est de faire J'irai graffer chez vous, c'est ce titre qui s'impose. Parce que bah, par rapport à J'irai dormir chez vous, j'avais un peu le même genre de feeling que lui, tu le vois dans ses émissions, où il va à l'arrache, il prépare rien, et moi c'était vraiment ma démarche à l'époque. Et je me dis ouais ça fait sens, c'est logique. Et en fait quand j'ai été voir l'éditeur, il m'a dit bah oui bien sûr on va faire J'irai graffer chez vous, t'as déjà sorti les vidéos. Voilà. D'accord. Et donc ça, tu le développes du coup sur YouTube. Ouais, Explique-nous comment tu t'y prends quand même avant d'aller là-dessus. Alors, tu y vas avec une GoPro. Ouais, c'est juste une GoPro en fait. Le truc, c'est que souvent on m'a dit ouais, ça doit être pareil, ça doit être relou machin. Moi, j'y connais rien. Je sais pas monter, je sais pas filmer, je suis super pas à l'aise devant une caméra. Et en fait, l'idée, c'est de faire comme je fais d'habitude, juste en filmant avec la GoPro. Donc j'ai une GoPro, un pied, et à l'époque, je suis parti avec ma copine, elle me filmait quand elle était là. Et voilà, j'ai un pote qui sait faire des montages, je regarde comment il fait sur les premiers épisodes, j'apprends avec lui, puis je les termine moi-même, et voilà, en fait, c'est ce témoignage-là. Que tu balances ensuite sur Que je balance sur ton compte YouTube. YouTube, ouais, et je le sors pendant le confinement. D'accord. Donc, bonne période, parce que les gens ils sont enfermés chez eux, je crois qu'ils avaient un peu besoin de voyager. Et donc, super retour, comment ça se passe? Bah écoute, retour de la part des graffeurs, de ce que j'en ai eu, ils ont kiffé. Ouais. Parce que après ceux qui m'ont dit, après je sais pas si tout le monde a kiffé, mais ceux qui m'ont dit, ils ont kiffé. J'ai une vidéo qui pète un peu plus que les autres et par contre je m'aperçois que sur le grand public, les gens ils
ils captent pas le délire. C'est trop vandal pour eux, alors que franchement, j'ai essayé d'être en mode plutôt cool dans ce que je diffuse, d'avoir un truc vraiment friendly, on va dire. Et là, ils me disent, ouais, limite, t'es un colon, tu vas foutre la merde chez les gens. Bon, bref, en France, c'est compliqué. J'ai une petite question. Ouais. Et la période où tu fais les stores dans Paris avec Hanks, c'est quelle période? C'est avant les voyages ou après ou pendant Ces stores-là, c'est au retour du Brésil, où on se dit, on l'a fait au Brésil, pourquoi on va pas le faire en France? Et en fait, on avait fait 2-3 décos, on a vu que les keufs, ils s'en foutaient. Et on a commencé à faire beaucoup de stores. Et en plus, à cette époque, Paris, c'était quasi vierge. Il y avait 2-3 mecs qui faisaient encore du Goethe. Et on s'est dit, on va faire des stores et en plus, on va les travailler. Et on va essayer, on est un peu feignant, donc on s'est dit, on va prendre que les gros axes. Et sur les gros axes, on va en faire 4, 5, 6 à la suite. Comme ça, les gens, quand ils passent, ils ont l'impression qu'on est partout. Et en vrai, je sais pas, on a dû en faire une 50aine. Mais les gens, ils nous en parlaient comme si on en avait fait 250 en fait. Parce que je pense que stratégiquement, c'était... T'envoies un, t'envoies 2, t'envoies 3, tu dis putain, en plus c'est que de la couleur, des trucs comme ça. Et c'est une époque où tous les stores étaient vierges. Donc forcément, tu vois que ça, quoi. Donc c'est du vandal. Alors il y en a qui ont demandé au début. En général, on en demandait un dans la rue. Et puis plus ça allait, plus c'était vandal. Après, fausses autorisations. Et après, même plus de fausses autorisations parce que pas besoin. Ah d'accord, tu faisais du faux, toi. Bah ouais. Ah ouais, t'es quand même un grand filou. Écoute, ça passe. Non, mais parce que tu fais des fausses autorisations, tu t'organises pour les voyages, pour que ça soit... Système D. Ouais, système D. Système D. Bah, pour moi, le graffiti, à la base, c'est ça. C'est comment ça. je peux faire pour faire ce que j'ai envie de la manière la plus simple possible. Et maintenant que tu as fait tout ça, c'est-à-dire un bouquin, tu es entre guillemets un peu plus officiel qu'avant, Ouais. et plus anonyme. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour plus tard ou même maintenant, qu'est-ce que tu de ta peinture, c'est quoi un peu ton avenir? Bah, j'en sais rien, mais ce que j'aimerais bien développer comme ça, c'est peut-être des projets à l'étranger, mais un peu plus construits. C'est-à-dire que là, vraiment, je partais que à l'arrache. Là, j'ai peut-être envie d'organiser un peu plus le truc en travaillant avec des alliances françaises, avec des instituts français, d'avoir un truc avec un projet, peut-être même avec les populations locales un petit peu plus construit, de développer l'étoile parce que c'est quelque chose dans lequel je suis parti et que maintenant ça m'intéresse, même si longtemps c'est un truc que j'ai mis de côté en me disant c'est pas pour moi, j'aime pas machin. Et un jour j'ai eu le déclic et maintenant que je prends du plaisir à le faire, quand je suis à Paris c'est principalement ça. Et ouais, continuer à peindre pour me faire kiffer. Et du coup, question toute simple, depuis tout à l'heure je vois la France, tout ça, tu sais, ça te gêne un petit peu tout ce climat, tout ça. Ouais. Et toi, en tant que writer français, qu'est-ce que ça fait comment comment tu es vu et comment la scène graffiti elle est vue, c'est quoi le truc qui te facilite étant graffeur français en fait? Français, je sais pas, en étant graffeur tout seul, ce que je te disais, c'est que dans les pays où il n'y a pas trop de graffiti, t'amènes un truc nouveau. Et à la limite, ils te voient pas comme un graffeur, ils te voient comme un peintre. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est cette connexion-là. Et pour te dire même vraiment, en général, quand je voyage, je contacte pas forcément les graffeurs locaux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller peindre et de voir comment ça se passe. Et le problème, c'est que si tu contactes les graffeurs locaux, ils vont t'emmener sur le spot, tu vas peindre, ça va être agréable. Tu sais que le truc est réglé d'avance, mais t'as pas toute cette expérience que j'expliquais tout à l'heure. Là, c'est vraiment on peint, on voit, c'est vraiment sentir l'ambiance. Te dire, avoir le feeling, sentir si c'est casse-pipe, si c'est pas casse-pipe. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est un peu d'être perdu et de t'éprouver toi-même, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, en général, quand j'arrive dans un bled, au moins la première peinture, je contacte pas de graffeur. Mais c'est vrai que je connais plein de graffeurs. Le premier truc qu'ils font quand ils arrivent dans un pays, c'est qu'ils contactent les graffeurs pour justement avoir un avis sur la scène locale. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Je trouve ça super intéressant aussi, mais moi, ce qui m'intéresse plus, vraiment, c'est le rapport avec les gens, entre guillemets, normaux, quoi, tu vois. Il y a une dimension très sociale, en fait, dans tout ce que... Ouais, vraiment. Et du coup, le fait d'être issu du graffiti français, au-delà du fait d'aller rencontrer les scènes et tout ça, qu'est-ce que tu penses que le rayonnement du graffiti français, de la scène qu'on voit ici, est-ce que ça te facilite? C'est ça que je veux savoir en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense pas que ça me facilite parce que je te dis justement, je vais voir des gens qui connaissent pas le graffiti. Donc graffiti français, machin, ils s'en foutent en fait. T'es juste un individu et ils te prennent toi à part entière. Le fait que tu sois français, que tu sois machin, limite ça passe au second plan. Et la scène graffiti française, ils en ont jamais entendu parler.
Une dernière. On va prendre les deux. Merci, c'est gentil. Je voulais juste savoir, on voit des dessins, toi, qui sont du figuratif à l'écran, là. Est-ce que tu peux juste nous dire quand et pourquoi tu t'es mis à faire du figuratif? Alors je crois que c'est quand je suis rentré en France, avec le Covid, j'ai dû me réinstaller en France parce que je pouvais plus voyager vu que j'étais pas vacciné en plus. Il a fallu bouffer. Et quand je faisais des lettres, je me rendais compte que les gens, ils en ont un peu rien à foutre des lettres. Donc je me suis dit, si je veux manger, il va falloir faire des portraits. Donc j'ai fait des portraits. Et c'est pas le truc qui m'a le plus passionné, je te dis la vérité, mais ça me permettait de faire des décos un peu plus facilement. Et bon, après, il y a des trucs qui sont cool à faire, mais moi, le cœur de mon truc et ce que j'aime faire, c'est de la lettre, clairement. Et justement, cette expérience-là, ça me l'a encore prouvé. Et c'est aussi le travail que j'ai maintenant que je développe un peu sur toile, où j'ai vraiment envie de ramener la lettre au cœur du truc. Tu vois, quand j'ai fait ma première exposition, j'avais des portraits, j'avais des lettres. Il y a un mec qui passe qui me fait « Ah, vous êtes un artiste, c'est fantastique, le portrait, chambé, nanana ». Il me dit « Bon, par contre, à côté, c'est des lettres, on s'en bat les couilles ». Moi, j'ai dit justement, là, je développe un truc où justement, je fais des esquisses, où je montre comment ça se construit une lettre. Et je me dis que plus les gens ils vont comprendre ce qu'on fait, plus ce sera facile pour nous et plus tu auras une transmission et un dialogue avec ces gens-là. C'est-à-dire que si c'est comme moi, si tu me fais écouter de la musique classique, je vais rien calculer et je vais dire ouais c'est cool mais je comprends rien, je m'en fous. Non mais c'est pas ça, mais s'il y a quelqu'un qui t'explique, voilà ça marche comme ça marche comme ça, tu commences à avoir les codes et tu peux t'y intéresser et même si ça te plaît pas, déjà tu comprends le truc et t'as une démarche un petit peu plus d'aller et de comprendre et même de diffuser ce truc-là, tu vois, c'est un peu comme je disais quand j'explique aux gens ce que je suis en train de faire dans la rue, ils le transmettent eux à leur tour après aux autres gens qui viennent voir. Et je crois que le but de pourquoi je graffe en ce moment, c'est vraiment cette espèce de transmission et de lien avec les gens, quoi. Merci. Donc, je vous propose qu'on se retrouve de l'autre côté. Il va dédicacer son livre, boire des coups, dédicacer son livre. Et puis il y a d'autres choses aussi. Il y a le livre de Jean Kazlou, il y a des disques. Il y a un petit fanzine sur l'histoire des premiers flyers de soirée hip-hop à New York. Voilà. Et des t-shirts. Il y a des t-shirts. Il y a un t-shirt qui est fait par... Vas-y. 17 ouais. Voilà. Et nous, on te remercie. On remercie aussi le bar. TDTF. Merci à Dizek, merci à vous d'être venu. Merci à vous, franchement. Et, voilà. TDTF Paris. Sorry, we are still open.